le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce mardi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Adassa Étienne, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. En Ukraine, les forces russes ont lancé sur Kiev une frappe aérienne d'une intensité exceptionnelle. Voici un reportage signé Euronews. C'est une attaque nocturne exceptionnelle par sa densité. La Russie a ciblé le territoire ukrainien dans la nuit de lundi à mardi. Une pluie de missiles, dont des fameux Kinjal, réputés invincibles selon Vladimir Poutine, tous interceptés, à en croire Kiev. Moscou, pour sa part, affirme avoir touché toutes les cibles et détruit un système américain Patriot. La Russie dit aussi avoir intercepté des missiles Storm Shadow récemment fournis par le Royaume-Uni. Cette nuit très agitée intervient alors qu'un émissaire chinois est attendu à Kiev ce mardi pour évoquer un possible règlement du conflit. Sur le champ de bataille, les Ukrainiens ont revendiqué des succès dans la ville de Bakhmout, épicentre de la guerre dans l'est du pays. Kiev, qui doit mener une contre-offensive, a temporisé récemment, Volodymyr Zelensky affirmant avoir besoin de plus de temps et plus d'armes. Les capitales européennes ont fait des promesses de livraison d'armement lors de la tournée européenne du président ukrainien ces derniers jours. Au Soudan, un mois s'est écoulé depuis le début des affrontements au Soudan. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur habitation. Alors que le combat se poursuit, plusieurs parties du pays connaissent des coupures d'eau et d'électricité. Voici un reportage signé CGTN News. Un mois exactement depuis le début des combats au Soudan. Et les tirs se poursuivent. Et une crise humanitaire désespérée se développe encore. Selon les Nations Unies, plus de 200 000 personnes ont fui vers les pays voisins, tandis que plus de 700 000 autres ont été déplacés à l'intérieur du Soudan, déclenchant une crise humanitaire massive. Un grand nombre de Soudanais qui ont fui Khartoum, la capitale en proie à la guerre, ont trouvé refuge à Port-Soudan. C'est là que des responsables soudanais ont rencontré des délégués des agences de l'ONU pour discuter de la gestion de la crise et de l'aide humanitaire. Le ministre soudanais des Finances, Djibril Ibrahim, a discuté de plusieurs points avec le représentant spécial des Nations Unies au Soudan, Volker Perthes, incluant la question de la pénurie d'eau. Nous avons discuté avec eux de la saison agricole et de la nécessité de la soutenir totalement afin de ne pas être confrontés à une pénurie alimentaire durant l'année à venir. Nous avons discuté avec eux du problème de l'eau à Port-Soudan, en particulier avec le grand nombre de personnes qui sont arrivées à Port-Soudan venant de tout le pays. Le 12 mai, les deux factions belligérantes ont accepté de protéger les civils et de préserver l'aide humanitaire. Elles n'ont cependant pas convenu d'en cesser le feu. Durant les pourparlers organisés dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales de soutien rapide ont convenu de travailler en faveur d'un cessez-le-feu à court terme lors de discussions ultérieures. Les Nations Unies déclarent qu'au moins 15,8 millions de personnes au Soudan auront besoin d'une aide humanitaire cette année. Les médiateurs espèrent qu'il sera possible d'arranger le retrait des forces de sécurité des hôpitaux et des cliniques et de procéder à un enterrement respectueux des morts. Ils espèrent également qu'il sera possible de rétablir les services vitaux tels que l'eau et l'électricité. C'est en fait un modèle particulier construit en cette occasion particulière afin d'adoucir l'engagement avec une longue période humanitaire ou un cessez-le-feu. Et cela sera discuté en particulier lorsque les gens viendront discuter de l'engagement politique, parce que maintenant nous sommes très préoccupés par les priorités de l'engagement humanitaire. Les précédents accords de cessez-le-feu ont cependant échoué à être respectés. Et alors que les pourparlers se poursuivent, les médiateurs espèrent effectuer des avancées progressives dans cessez-le-feu temporaire s'ils y parviennent à une cessation permanente des hostilités.
L'Iran et la Russie sont en train d'amplifier leur coopération militaire sans précédent, a dit lundi un porte-parole de la Maison-Blanche, citant en particulier la volonté de Moscou d'acquérir des drones iraniens plus sophistiqués. Voici un reportage à signer I24 News. L'Iran et la Russie intensifient leur coopération militaire. L'avertissement vient directement des États-Unis. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, Moscou aurait reçu plus de 400 drones de Téhéran depuis le mois d'août. La Russie aurait par ailleurs reçu plusieurs cargos contenant plus de 300 000 obus et 1 million de munitions au cours des 6 derniers mois. De l'autre côté, Téhéran a annoncé le mois dernier avoir acheté des avions de chasse Sukhoi 35 à la Russie. Et selon Washington, l'Iran chercherait par ailleurs à recevoir de Moscou des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ce rapprochement inquiète la Maison-Blanche, qui affirme que cette coopération militaire est un danger pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins de l'Iran. La raison pour laquelle nous avons été et sommes si publiquement préoccupés par l'intensification de la coopération entre la Fédération de Russie et le régime iranien est qu'il s'agit d'une situation extrêmement inquiétante. Elle est dangereuse, c'est une menace pour les pays de ces régions, c'est une menace pour la communauté internationale. Il s'agit d'une coopération en matière de sécurité entre l'Iran et la Russie, d'une part, et entre la Russie et l'Iran, d'autre part. Il s'agit d'un partenariat de défense à grande échelle qui nuit à l'Ukraine et à d'autres pays de la région. Depuis son isolement de la communauté internationale suite à l'invasion de l'Ukraine, Moscou a dû se tourner vers de nouveaux partenaires. L'Iran donc, mais aussi la Corée du Nord, à qui le Kremlin aurait également demandé un transfert d'artillerie. La situation est tendue au Sénégal, manifestation à Ziguinchor avant le procès d'Ousmane Sonko. Voici un reportage à signer Africa News. Au Sénégal, des manifestations et des affrontements ont éclaté dans la ville de Ziguinchor lundi, à la veille de la comparution devant le tribunal de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire du viol de Adji Sarr. Les partisans du leader du parti PASTEF estiment que ces convocations judiciaires sont le résultat d'un complot du pouvoir pour l'éliminer de la future élection présidentielle. Pour défendre la démocratie sénégalaise, pour montrer à la face du monde que Ousmane Sonko ne peut pas constituer l'agneau de sacrifice de Macky Sall pour satisfaire ses intérêts crypto-personnels. Assez, assez et assez. Des foules de jeunes, pour la plupart, ont manifesté, bloqué les routes de la ville et s'en sont pris aux forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à riposter. Un agent de sécurité est mort, écrasé par un véhicule blindé déployé lors des manifestations. Selon les médias locaux, plusieurs manifestants auraient été également blessés. Sonko, liquider Sonko, qu'ils comprennent qu'il lui faudra marcher sur des milliers et des milliers de cadavres. Ousmane Sonko, qui avait appelé à la désobéissance civile face à cette justice qu'il juge corrompue, pourrait être exclu de la course présidentielle de 2024 s'il est condamné. Coup d'œil sur les élections présidentielles en Turquie. C'est une première dans l'histoire de la Turquie. Il y aura un second tour de scrutin pour déterminer le président du pays. À l'issue du premier tour, aucun candidat n'a obtenu 50,54% du vote. Voici un reportage signé Radio-Canada. Ils avaient osé espérer une victoire dès le premier tour des élections présidentielles. Mais les partisans de Kemal Kılıçdaroğlu ont passé une nuit difficile. Maintenant, j'ai payé 1000. Çekik est resté debout avec sa fille. Il regarde les résultats et tout ça et il a pleuré. À cette amère déception s'ajoutait ce matin la crainte qu'il ne paie le prix de cet espoir si le président Erdogan, désormais favori, devait emporter les élections au second tour. Moi, je crois que ça sera plus dur pour nous. Républicains, c'est très dur. Ça sera très dur. Moi, j'ai beaucoup de doutes. D'autres étaient résignés. Ce n'est pas notre première défaite, dit-il. Nous avons la couenne endurcie. On va tenter de nouveau et perdre de nouveau, ce n'est rien. On perd depuis 20 ans. Ce qui est nouveau et marquant pour les partisans du président Erdogan, c'est que c'est la première fois que le dirigeant devra se soumettre aux électeurs pour un deuxième tour. Signe que malgré sa capacité à mobiliser sa base, il ressort des derniers mois affaibli. Si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons, disait-il cette nuit, avant l'annonce officielle aujourd'hui. Avec un deuxième tour qui est maintenant confirmé, les yeux se tournent vers les 5% d'électeurs qui ont plutôt choisi le troisième candidat qui était en liste hier, Sinan Oğan. L'ultranationaliste compte bien marchander son appui à l'un ou l'autre des deux candidats.
La droite nationaliste a performé au-delà des attentes, à la fois dans le scrutin présidentiel et législatif qui se déroulait aussi ce dimanche. Sinan Oğan exige deux choses pour endosser l'un des deux candidats. La promesse d'une expulsion immédiate des réfugiés syriens et pour Kemal Kılıçdaroğlu, le rejet du parti kurde qui l'appuie actuellement. Même si la compétition ne s'annonce pas serrée au cours des 2 prochaines semaines, elle va prendre les allures d'une lutte nationaliste, croit cette politologue. Les deux camps vont chercher à prouver qu'ils ont plus à offrir aux électeurs nationalistes. À ce chapitre, mis à part la promesse de Kemal Kılıçdaroğlu de renvoyer les réfugiés syriens dans leur pays d'ici 2 ans, le président Erdogan a une bonne longueur d'avance sur son adversaire. Il nous a rendu une indépendance totale, dit Arif, qui a voté pour le président Erdogan. Il parle de pommes de terre, d'oignons. Regardez plutôt les résultats. Aujourd'hui, j'ai des drones, j'ai des missiles, j'ai des avions. Tout est produit ici. Kemal Kılıçdaroğlu ne s'est pas encore présenté à ses partisans, mais c'est peut-être à eux qu'il doit d'abord penser. En attendant un bain de foule, il a voulu, sur les réseaux sociaux, contrer le sentiment d'impuissance qui en habite aujourd'hui plusieurs. Je suis ici, vous êtes ici, leur a-t-il dit. Je jure que je vais lutter jusqu'au bout. Je ne veux pas perdre espoir, dit Ferial au bord des larmes, mais je ne crois pas que notre avenir soit beau. Ça aurait dû changer, au moins on aurait dû avoir la chance d'essayer. Mais certains décident sans réfléchir, ils obéissent comme des fanatiques. Dans la journée de lundi, la livre turque s'est effondrée, se rapprochant de son plus bas historique. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Istanbul. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé, Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel, pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui à Boston, 83 degrés Fahrenheit. C'est l'été, hein? Mais c'est encore le printemps. Et ça donne 28 degrés Celsius. Jacmel, 31, c'est plutôt 88 degrés Fahrenheit. Ça donne 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Ruben. Passez un excellent mardi. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le rendez-vous c'est pour demain. Au revoir. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.